Mon nom est Claudia Ouellette et j'ai avec moi en studio Grégory Blanc, président de Mentor Aero. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, merci toi? Ça va, super, impeccable. Super. Et dans les studios, les différents studios confinés de la province, on a Olivier... Lacombe. Pourquoi j'avais Campo? C'est qui, lui? J'en ai aucune idée. Je sais pas c'est qui, mais c'est pas moi. Oh, le pilote laconique, je garde. Comment vas-tu? Ça va très bien. Est-ce que le chat se porte bien? Oui, il est à côté de moi, puis j'ai pris flatter la tête. Il devrait me mordre sous peu. Excellent. Si on entend un cri déchirant, on le saura. Oh, oui. Et André Allard, éditeur des Ailes du Québec. Allô tout le monde. Ça va bien, André? Ça va très, très bien. J'espère qu'on va être aussi sérieux que pendant la préparation de l'émission. Oui, absolument. Oh oui, écoute. Nous, les blagues, là, c'est contre nous autres. Ouais. Messieurs, on commence par une nouvelle plate mais importante aujourd'hui. Eh oui, écoute, il nous a quittés. Qui il donc? nous a quittés aussi vite qu'il a volé. Oh! Wow, Hey, c'est pas pire, ça! Bon. Olivier, c'est bon, ça. Est-ce qu'on peut donner un nom? Ouais, mais il nous a pas quittés si vite que ça. Il est décédé à 93 ans. 93, j'avais 97. Il n'y a pas 97? Ouais, 97, Olivier. Peu importe. D'accord, il nous a quittés quand même. Qui? Chuck Yeager. Chuck Yeager nous a quittés, malheureusement. Ah, Eh oui, l'homme qui a volé plus vite que son ombre. d'accord. Ouais, absolument. Que, ben Absolument. oui, là, c'est celui qui a dépassé la vitesse du son. Et, on en a parlé une fois ou deux avec Olivier. Il y a de la controverse en arrière de tout ça. Mhm. Mais là, on fera pas ça aujourd'hui parce que Non, le monsieur est on fera décédé. pas le procès d'intention. Exactement. Même si on sait que c'est peut-être pas tout à fait vrai, mais en tout cas. Donc, tout ça pour dire que, voilà, Chuck Yeager nous a quittés. Le petit monsieur qui a volé, mais qui a toujours fait les choses à sa façon, un petit peu. Là. Vous regarderez là, les tonnes d'articles qui sont sortis à son sujet ces derniers jours. C'est quand même assez incroyable. Il a eu une belle vie, le monsieur. Là. Puis pour ceux qui veulent savoir un petit peu... qui veulent voir sa vie romancée, ben il y a toujours l'éternel et très bon docu-film, le Right Stuff, là, qui avait été fait début des années 80, 83, 82, 83, dans ce coin-là. Je pense que c'est plus vite lire le livre que regarder le film. Donc, même pour ceux qui n'aiment pas lire, admettons, là, vous pourrez écouter à la télé The Right Stuff. D'après moi, ça va finir par sortir sur Netflix, là, c'est sûr. Ils peuvent pas passer à côté de ça. Là. Ah oui. Donc voilà, alors on lève notre chapeau et on enlève notre masque de pilote. À la santé. À la santé, à la mémoire de Chuck Yeager, qui était quand même devenu général par la porte d'à côté. Là. Donc voilà. D'accord. Premier vol d'un 220-300 aux couleurs de JetBlue. Ah oui? Ah ben c'est une bonne nouvelle, ça. Ouais, c'était C'était une brève, c'est réglé. C'était une brève, et voilà. C'est ça. A220-300 qui est sorti de l'usine de Mobile ou Mobile Alabama aux couleurs de JetBlue, voilà, le 9 décembre. Hein? C'est pas une belle nouvelle, ça? Oui, livraison prévue à la fin de l'année, avant la fin de l'année. Oui, puis donc... C'est une belle petite brève parce que c'est en même temps une bonne nouvelle pour notre feu C-Series. J'aime ça, remuer le couteau dans la plaie. Là. Donc voilà, un avion qui va finir tant bien que mal à envahir le marché et faire mal paraître tous les autres. Voilà. Ben, petit commentaire, j'aime mieux le nom A220 que C-Series. Pourquoi? C-Series, on dirait que c'est le nom d'une série d'émissions d'action. Okay. Justement, ce avec qui est plutôt MacGyver, sympathique. Là. Ça te prend quelqu'un qui quelqu'un à tout faire là-dedans, là, genre. Ouais, mais si j'ai le choix entre un nom alphanumérique ou un penny stock, je vais prendre le nom alphanumérique. Moi, j'aime bien l'idée du penny stock. C'est juste pas nécessairement C, là, parce que ça fait 3e de classe. Là. Oh, exactement. Ça aurait pu être du A-Series. A-Series, ouais, exactement. J'avoue, bon point, bon point. Enfin. Ouais, mais ils voulaient se distinguer des autres compagnies. Hein. Avec le C-Series, ils réussissaient à se démarquer un petit peu comme nom, plutôt que d'avoir un nom, c'est comme on voit souvent d'habitude. E2, genre. Ouais, E2. Ou B737, admettons. Je dis ça de même. Je prends des exemples. Ils vont être original, ils vont sortir le 3. Là, exactement. Ouais. Sortir une série d'avions avec des 7 partout, des affaires béton. Il aurait pu faire comme Ikea puis prendre une série de noms de plantes en québécois. Ah, ça aurait été écœurant avec des noms, avec des lettres avec des petits ronds dessus. Là, tu sais, là. Ouais, genre. Ça aurait été super.
Le nouvel avion, le veste de loup. Le Gunther. Quand tu piles dessus, ça fait un nuage. Je sais pas. Ouais. C'est la Contrail. Ah oui, la Switch. Ben oui. J'en ai installé une justement la semaine passée dans mon avion. Bon, trêve Ok. de plaisanterie, on revient à nos... Mouton. Ouais, c'est ça. Il y a un début de construction d'une usine en Floride. Oui, hey, ça c'est une bonne nouvelle. Il y a juste Olivier dans tous nous autres qui est pas content. Mais Ben, c'est pas que je suis pas content, c'est que je suis pas convaincu. c'est ça, c'est vrai. Mauvais, Non, t'as raison. Mauvais choix de mots. En fait, c'est Aérion. Mhm. Un des. Là, ils sont quoi? Ils sont 2 ou 3 compagnies en liste, Olivier. Il y a Pour les avions Boom. supersoniques? Ouais. Ouais, il y a Boom. Il y a Aérion, puis il y a une couple d'autres patentes, là. C'est quasiment du Exotique. vaporware, là. Ça sort un peu partout, là. Ouais, c'est des ça. Mais on va dire que les ouais, deux. Ouais, c'est ça. Les deux sérieux, sérieux, c'est Boom, Mhm. qui va faire voler Mini Boom très bientôt cette année. Là. C'est Baby tellement boom. cute, ça a l'air fake. Ouais, dans le fond, c'est l'avion en plus petit pour Mhm. tester la technologie. Mhm. Fait qu'il avait le Mini Boom. Mhm. Baby Boom. Ouais. Baby Boom. Baby Boom, excusez-vous. Merci, Olivier. C'est encore plus cute. Toujours là au bon moment, Olivier. Et Merci. l'avion a vraiment l'air bizarre parce qu'il est, comme il est tout fait en fibre de carbone, ça a l'air d'un modèle Ouais, en plastique, puis, mais c'est comme ça qu'il est fait, là. Mais très bon point, Mais on Olivier. dit mini, là. C'est gros comment, cette histoire-là? C'est un Ah, c'est tiers. gros. C'est un tiers, ils disent à peu près. Là, Ok. Ça a 50, 60 pieds de long, là. J'ai ça que j'ai Ouais, des ouais. notes là-dedans Ouais. quelque part. Mais ça me fait penser, merci Olivier d'en parler, ça me fait penser que si vous allez sur le site de Boom, vous pouvez voir, c'est des photos, là. Mhm. Vous pouvez voir le Baby Boom qui est en train de se faire construire tranquillement. Ils posent des photos de temps en temps. Fait que quand ils ont assemblé l'aile au fuselage, etc., etc. là. Donc, ça peut être intéressant. Mais si on revient à Aérion, Mhm. parce que c'est qui a été bien, en oui. soi le premier, là. Mhm. Puis ça fait ceux qui suivent un petit peu ça doit faire quoi, 20 ans que ça a été annoncé ce projet-là? Ah, C'est Minimum. interminable. Il y a Boeing qui s'est joint au projet, il y a Lockheed Martin, parti, revenu. Ouais, c'est ça, ils ont eu le temps de retourné. partir et de Oh, revenir, C'est puis- incroyable. Ah, Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que, attention, roulement de tambour, Mhm. on a, là, comment on dit ça? On a fait la première pelletée de terre virtuelle. Ouais, on a fait Dans Minecraft. un plantage de Ah, pelles. avec la pelle en mort, là. Ouais, genre, mais virtuellement, là, d'ailleurs, il y a fait une ça photo dans qui Minecraft? circule sur les médias sociaux un peu partout où tu vois les deux execs là, qui se font un petit fist bump là, pour dire c'est Ouais. parti, c'est lancé. Donc l'usine et l'ingénierie, tout est centralisé en Floride. Mhm. Donc, Melbourne. ouais, dans l'espèce de parc industriel aéronautique, là, il y a déjà Embraer qui est là. avec Oui. SNC qui est là-bas. Ouais. Donc, voilà. Alors, c'est fait, c'est parti. Éventuellement, on aura... Une faillite sur les bras. J'allais être obligé de vous ramener et dire, mais pourquoi il y a controverse? Merci, Olivier. Olivier veille au grain. Dans le fait. Toujours une bonne slap réaliste au milieu de nos envolées. Non, mais ça prend ça. Ça non, prend mais ça. je lui C'est donne, excellent, je lui donne. Olivier, de nous ramener sur Terre, tu sais, quand on part dans des bulles de même. On va faire des avions qui vont... Hein, puis non, c'est réglé. Et hop. Ouais, suivant next. Puis on reviendra à Aérion un petit peu plus tard. On a une autre nouvelle pour eux autres. Ouais. Parlons de biométrie, André. Oh! Oui. Ouh là, Ben, ça, c'est cette sujet semaine- sensible, ça, là. Quand même. Mhm. Ouais, ben, cette semaine, Air Canada a annoncé que les passagers qui embarquent à San Francisco vers le Canada peuvent maintenant utiliser la biométrie pour l'embarquement, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de présenter ton passeport. Ils prennent une photo de toi. Puis comme ton passeport, c'est surtout pour les Américains en ce moment, comme ton passeport américain, tu as ta photo, puis les douanes américaines ont ta photo, ben clique la photo, puis automatiquement, ça matche ton passeport, puis ben embarque. T'as pas besoin de présenter ta carte d'embarquement, t'as pas besoin de faire autre chose que ça. C'est le début de l'utilisation de ces techniques-là. Moi, j'avais assisté à une présentation en 2019 au Bourget par Thales, qui est Ouais. très avancé dans ce domaine-là. Et c'est la biométrie, ultimement. Tu n'auras plus besoin de te présenter à un guichet. Quand tu vas arriver à l'aéroport, tu n'as plus contrôle de sécurité, te présenter à un guichet, tout ça, là, c'est plus nécessaire.
Tu arrives à l'aéroport, les caméras te reconnaissent là, automatiquement. Puis là, André, excuse-moi de te couper, mais ça me fait penser. Mon Minority Report, hein, je c'est sais. exactement à ça que je pensais. Salut, où ça, avec en scannant tes yeux, ils savaient qui t'étais. Puis eux autres, dans le film, c'est de la publicité ciblée. Là. Ouais. Mais on parle-tu de quelque chose dans ce style-là? Là? Ça peut aller jusque-là. Les applications de l'intelligence artificielle puis de la biométrie mises ensemble font en sorte, par exemple, qu'un des pays les plus avancés dans ce domaine-là, c'est la Chine. OK? Surprise! Raison. Ouais, et quand on parle de suspicion face à la biométrie, je vais te donner un exemple très simple. Si tu as 5 individus qui se rencontrent fréquemment à toutes les semaines avec les caméras publiques, puis la reconnaissance faciale, puis un système d'intelligence artificielle en arrière de ça, ben le gouvernement sait que ces 5 individus-là se sont rencontrés 5 fois au cours du dernier mois, sont capables de les identifier parce qu'ils les ont identifiés dans les lieux publics, puis ils ont vu rentrer les 5 ensemble. Donc, s'il y en a un des 5 qui est considéré comme subversif, ben les 4 autres le sont par association. Tu vois l'utilisation que ça. Donc là, dans le fond, là, ce que tu veux dire, c'est que le stress des gens par rapport à la biométrie, c'est pas les applications spécifiques, c'est le lien entre ces différentes applications-là? Oui, exactement. Mm-hmm. Parce qu'à l'aéroport, écoute, moi, je vais être le premier à vouloir utiliser ça. T'arrives, t'as ton passeport dans ta poche, t'arrives, OK, t'es enregistré, t'avais déjà choisi ton siège, tu déposes, si t'as une valise, tu la déposes sur chose, on sait que c'est toi, puis bonjour, ta valise est enregistrée, l'étiquette sort, tu mets l'étiquette sur la valise, mets ça, envoie ça. Quand vient de passer le temps de passer le contrôle de sécurité, on sait t'es qui. T'as pas besoin de montrer ta carte d'embarquement à nulle part, ton passeport nulle part. T'arrives à destination, c'est la même chose. Quand tu passes avec la biométrie, t'as pas à t'identifier, t'as pas à sortir tes papiers, puis c'est correct. Moi, je trouve, dans la mesure où l'utilisation qui en est faite dans l'aéroport sert à l'aéroport. Mais là, je pense que le débat, il est là, en fait, André, c'est que beaucoup de gens pensent, puis avec raison, là, je pense que beaucoup de gens ont peur que la technologie déborde. T'sais, c'est juste pour l'aéroport, oui, mais il faut que les technologies, il faut que ces informations-là, il y a une prescription sur les trucs. Exemple, tu pars en Europe, mettons, exemple, 10 heures le temps total de voyage, mais il faut qu'au bout de 12 heures, ces données-là soient purgées. Exactement. Plus. Ouais. Exactement, c'est ça. En admettant que ce soit possible, parce que je sais que du point de vue technologique, c'est vraiment complexe. Tu sais, t'as fait un backup, puis là, le backup, lui, il sera pas effacé tout de suite tant qu'il n'y a pas quelque chose de réécrit par-dessus, puis puis etc. Tu sais, c'est complexe. Mais moi, ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est que les gens ont aucun problème, habituellement, à lâcher du lest sur leurs données privées tant qu'ils ont un avantage tangible. Donc, par exemple, on est tout à fait d'accord à donner à Google notre position à toute heure du jour et de la nuit, pour autant que quand on demande à Google où est le McDonald's le plus proche, j'ai une réponse instantanée. Ouais, c'est ça. C'est comme l'adage en anglais, convenience trumps security. Exactement. Ouais. Donc, oui. Fait qu'on s'attend à... Oui, excuse-moi, Olivier. Continue avec, je veux dire. Ben, j'allais dire, en fait, que, en gros, c'est tellement complexe puis désagréable, les aéroports, la sécurité, puis etc., qu'on s'attend à ce que le seuil que les gens sont prêts à accepter dans le relâchement de leurs données personnelles soit très élevé pour améliorer le côté pratique de cette expérience-là. Ouais. Absolument. Puis pour les données biométriques, on utilise déjà les données biométriques pour les téléphones avec Apple, avec les empreintes digitales. J'ai ça sur mon laptop, c'est super pratique pour magasiner en ligne. Et il y a Face ID maintenant, qu'Apple est très fort là-dessus, pour reconnaître avec les caméras infrarouges pour le visage. À l'aéroport, les accès aux zones restreintes se font via contrôle biométrique déjà. Oui, c'est vrai. Ça m'a toujours fasciné que le lecteur d'empreintes digitales et le lecteur d'iris à l'aéroport, ça prend une éternité. Ça marche 1 fois sur 8. Mais avec ton téléphone, aucun problème. C'est instantané. Ça se trompe pas. Tu le donnes à quelqu'un d'autre. Ça déborde pas. C'est bon, là. C'est vrai, c'est un méchant bon point, Olivier. Moi, j'ai connu les débuts de la biométrie à Dorval, là, avec le pouce là, à certaines portes. Ça marche. Puis, ça marche moi, je me suis toujours demandé, tu sais, ils nous faisaient faire quand même le code numérique. Il fallait que tu rentres un code que tu avais choisi toi-même. Puis, c'est ça. C'est à peu près, je te dirais, là, pour être, rester une fois sur une. Ah, ça marchait jamais? Ouais. C'était le code à chaque fois. Là. Souvent, la sécurité nous disait, fais juste, rentre ton code.
Moi, je me rappelle, en fait, surtout d'un épisode de... voyons ceux qui testent des choses, là... Mythbusters? Oui, merci. Qui avait fait avec une espèce de boulette de silicone qui avait testé comment il pouvait mêler ces lecteurs-là, puis c'était incroyablement facile à bypasser, là. Ouais. Un peu ridicule. C'est comme les tests qu'ils font sur comme les téléphones Apple, sur les Touch ID. Ouais. Ils ont fait des tests avec ça pour essayer de faire truc, puis Ouais. genre le téléphone, s'il n'y a pas de pouls en arrière du doigt, ça fonctionne pas. Fait que tu sais, les premiers capteurs, on pouvait les spoofer, si on veut, avec une empreinte digitale imprimée avec de la colle cyanoacrylate. Ouais. Mais les nouveaux, ils détectent un pouls. Fait que s'il n'y a pas de pouls à l'arrière, ça fonctionne. Donc, suffit de mettre un pouls dans ta boulette de silicone. Nice! Si tu penses que Mission Impossible n'est pas capable de... Il y en a qui Ben, Tom Cruise est capable, lui. Il y a des gens qui s'amusent à débarrer des iPhones avec le nez de leur chat, des trucs comme ça, là. Toi, t'aurais beaucoup de difficultés à le forcer à mettre ton nez sur cet écran-là. Moi, je me sais même pas avec ça. Gunther serait pas content. Dans le fond, le truc pour pas se faire débarrer son téléphone à son insu, c'est d'avoir un chat méchant. Notez tout le monde, c'est ça la solution. Donc, mais il faut traîner le chat partout. J'allais dire, il va falloir remplir les aéroports de chats méchants. Ça aide pas. Pas nécessairement désagréable. Et je voulais rajouter, pour clore cette nouvelle-là, qu'Air Canada va déployer cette technologie-là ailleurs aux États-Unis, puis elle étudie comment elle va pouvoir importer ça au Canada maintenant. Ah, ça, c'est drôle. Ils commencent par déployer ça aux États-Unis? Oui. Ben, c'est peut-être au niveau de l'infrastructure avec le TSA que c'est déjà plus facile, déjà. Moi, probablement. Et peut-être qu'au Canada, ça va être sur les vols qui vont aux États-Unis pour commencer. Possiblement. Quelque chose comme ça. Et l'autre chose qu'il faut pas oublier avec ça, c'est que ça permet, je pense qu'on en a pas mentionné, mais ça permet avec la COVID, on n'a pas un échange de documents. Donc, on n'a pas besoin de prêter le passeport à l'agent au comptoir. Exactement. On n'a pas d'échange de documents. Donc, c'est ça qu'il faut se rappeler aussi, c'est que ça permet une vérification de sécurité, une vérification d'identité pour embarquer dans l'avion sans contact. Sans compter, vous saviez comment c'était en train de virer aux États-Unis pour le registre de vaccination. Donc, comme c'est 2 doses et qu'il y a énormément de mobilité chez les personnes aux États-Unis, on a commencé à monter un registre universel qui serait bon partout aux États-Unis pour tracker les gens, pour être capable de s'assurer qu'ils ont eu les 2 doses du vaccin. Et donc, on serait capable avec ça d'implémenter l'utilisation d'une certification de vaccination pour la COVID très, 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 très facilement. J'ai pas dit que c'est ça qu'ils voulaient faire. Mais il faudrait que ça se limite à la COVID, par exemple. Non, mais je dis pas qu'ils devraient le faire non plus. Je dis juste que technologiquement, ça rend toutes les infrastructures prêtes à faire ça. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé s'est prononcée contre. Fait que donc, peut-être que ça se fera pas, mais ce serait possible dans les circonstances. À suivre. À suivre. Continue son. Chauvinisme américain, André. Oui. Des gens pas de cheveux. La semaine passée, pardon, il y a un think tank américain, là, le Centre stratégique international, le Center for Strategic and International Studies, OK? C'est à Washington. Et ils ont publié une étude sur l'industrie aéronautique chinoise. OK? Oh, je te vois venir. Là. Oh, que je te vois venir. Ils disent, ils sont pas bons, c'est une perte de temps, ils n'arriveront jamais à commercialiser des avions de ligne. Puis la base pour laquelle ils arrivent à dire ça, entre autres choses, c'est qu'ils disent la Chine est incapable de produire elle-même ses pièces critiques, elle les fait produire à l'extérieur de la Chine. On parle des moteurs, des éléments de structure, tu sais, bon. Ils vivent tous à la même planète que nous. Comme si Boeing achetait seulement aux États-Unis, tu sais, pour construire ses avions. Mais de toute façon, comme s'il n'y avait pas de possibilité d'apprentissage et de reverse engineering et de voyons. Mais voyons, c'est les champions du reverse engineering. L'avion cargo chinois, le Y-20, volait avec les moteurs russes, les mêmes moteurs sur l'Ilyushin 76, équivalent des GT8 dans le fond. Ouais. Là, il a été espionné avec le WS-20, qui est comme le turbofan nouvelle génération, si on veut, chinois, qui est comme l'équivalent d'un CFM56, grosso modo. Ouais, c'est le PD-14 russe, là, ouais. Fait que, mais c'est la version... Non, c'est vraiment un moteur chinois, ça, là. Ouais, non, mais ils ont copié le PD-14, ouais. Non, ils n'ont pas copié un moteur russe, là. J'ai pas dit ça, là, excuse-moi, ils se sont inspirés d'eux. Heureusement qu'on parle français, hein. C'est d'un CFM56, fait que il y a le premier Y20 avec ces moteurs-là a été aperçu, donc tranquillement, pas vite, ils vont faire leur moteur, là. Ben oui. Mais justement, André, c'est un peu une question que j'ai pour toi, là. Dans leur idée, là, c'est présentement, ils sont pas capables ou ils seront jamais capables d'oublier ça? Ils disent que c'est une perte de temps et qu'ils seront jamais capables, alors que... Ah, ça, c'est drôle. Mais c'est-tu un think tank de propagande, ça? Ou Ben, ça ressemble à ça, là. Ça ressemble à ça.
Faudrait peut-être le rappeler qui c'est qui fabrique les iPhones et les iPads, hein? Ouais, c'est ça. Puis l'autre chose aussi, c'est que, comme tu disais, Claudia, ils ont pas tenu compte de la capacité d'apprendre. En Chine, en ce moment, là, ils graduent plus, il y a la diplomation des ingénieurs en aéronautique, là, en Chine, c'est au-dessus de 1000 par année. OK? Fait que la courbe d'apprentissage des Chinois, elle est là. Leur capacité à résoudre des problèmes s'accélère rapidement. Mais moi, j'ai pas... Et aussi, et on avait cet enjeu-là en Inde qui ne sait qu'accélérer depuis, c'est que les maîtres et les docteurs en aéronautique et en n'importe quoi de technologique coûtent incroyablement moins cher à employer en Chine qu'ici. Ouais. Il va Absolument. nécessairement y avoir une accélération du développement de leur côté. Là. Tu sais, quand Oui, tu penses puis, que tes apprentis ingénieurs qui sont en train de finir leur doctorat, c'est eux qui t'apportent ton café, là. Mm-hmm. Ouais. Fait que c'est incroyable quand même, là. Oh, on Puis, avait des calculs d'à peu près 1/10 du coût en Inde il y a Par contre- presque 10 ans. Ça vous donne une idée. Là. Ouais, par contre, l'étude reconnaît que les mesures, les mesures de protectionnisme contre la Chine n'ont pas donné d'effet parce que ça a fermé le marché chinois à Boeing. Et ça OK? prenait un think tank pour faire ça? Ouais, Ils écoutaient pas Mais notre en podcast, eux autres, hein? ouais. Ça fait 5 ans que Boeing n'a pas vendu un seul avion en Chine. Puis je te garantis que dans 5 ans, ils n'en auront pas plus vendu. C'est fini. Ce dont l'étude ne tient pas compte, c'est que même si la Chine fabrique des avions puis qu'elle les vend seulement en Chine, c'est devenu le plus gros marché mondial de l'aviation, c'est la Chine. Mais ils n'ont pas appris avec le Japon, eux autres, que quand tu mets trop de pression puis que tu barres la technologie d'un marché, ils se gèrent un marché intérieur puis ils te plantent les années suivantes? Voyons! Ben Ouais. voilà. Je- Mais Et voilà. d'autant plus aussi, une chose, André, qu'il faut pas oublier, c'est l'influence de la Chine sur la région. Aussi. Donc, Oui. si, Ouais, vraiment. si tu dis que la Chine, pour le moment et le futur, va devenir le plus gros marché mondial pour de l'aviation. Et puis ça, il faut pas oublier d'inclure là-dedans aussi le fait que la Chine a une très grande influence sur beaucoup de pays aux alentours, ce qui Oui. fait que la Chine peut facilement et très aisément dire tu vas acheter des avions chinois. Ah, mais à la limite, ils peuvent juste rendre les propriétaires de Boeing orphelins en disant « Écoute, pendant les 10 premières années, ta maintenance, tes pièces te coûteront pas grand-chose. Viens avec nous. Ouais. » Subventionner le marché de cette Ou manière-là. paye juste tes pièces, on s'occupe de la main-d'œuvre. Oui, absolument. Il y a Vous avez- 72 versions. Tu veux ouvrir des nouvelles liaisons, mais ça va te prendre un avion chinois. Absolument. Et voilà. Toutes ces réponses. Moi, j'aime beaucoup les think tanks américains qui ont l'air de faire de la propagande en transmettant des idées complètement aveugles à la réalité. C'est quelque chose qui me fascine. Honnêtement, André, là, c'est une excellente nouvelle parce que, tu sais, je Une trouve nouvelle ça... intéressante, tu veux dire? Oui, non, c'est super, c'est très intéressant et c'est très... Moi, je ne comprends pas que des gens qui font partie de ce genre de groupe de réflexion-là soient aussi biaisés. Tu sais, je veux dire, on fait un podcast amateur, nous autres, puis même si je comprends que c'est un peu plus compliqué que ça, puis que, tu sais, c'est pas si noir ou blanc, il y a des petites nuances et tout ça, je peux pas croire pas que blanc. nous autres, dans notre petit... ouais, dans notre petit podcast hebdomadaire, on voit ça venir gros comme ça, puis que eux, non, voyons donc, ça se peut pas, là. C'est Parce que nous un- autres, on n'a pas la face collée sur le problème, c'est pour ça. Mais Peut-être, entre autres, peut-être, il y a ça, Olivier, mais moi, je peut-être. pense que c'est un testament à combien les billets qui donnent de l'aveuglement volontaire sont puissants. Là. Ouais, C'est visiblement. Oui, fascinant. tout à fait d'accord. C'est pas, on veut pas savoir la vérité, on veut entendre ce qu'on veut entendre. Absolument. On- OK, c'est beau, je me calme. Enfin, puis de toute façon, ça commence un peu à ressembler à genre, on va se rassurer, hein, parce que ça va mal virer d'ici quelques années. Ça va hein. bien aller, on va dessiner des arcs-en-ciel et vous allez voir, tout va bien aller. Ouais. Ouf. Là-dessus, passons en Europe, parce que là-bas, non plus, ça n'a pas l'air parti pour aller super bien. All right. Allons dans les Europes. On commence par une nouvelle moitié européenne, moitié asiatique. On vient d'étirer le bannissement de Pakistan International Airlines sur l'espace aérien européen pour une durée indéterminée
à cause de 2 facteurs. Oh. Un qu'on sait qui était chez PIA, on dirait qu'il y a beaucoup de pilotes qui ont faké leurs examens de licence et tout. Ouais, mais il faut quand même mentionner que c'est vrai, là, t'as entièrement raison, mais c'est moins pire qu'ils pensaient quand même. Non, effectivement. Mais ça, c'est le problème de PIA. Moi, ce que je trouve plus intéressant, c'est le fait que les Européens considèrent que l'agence réglementaire pakistanaise n'est pas en mesure d'appliquer des standards de niveau internationaux, et c'est ça qui a fait que PIA s'est vu interdire l'espace aérien européen. Entre autres, c'est le fameux élitisme dont on avait déjà parlé abondamment. Absolument. Je pense que c'est Olivier qui avait amené ce point-là au niveau de la formation des pilotes, mais qui est bon pour tout le reste dans le pays. Ouais. Oui, on avait parlé au niveau de la formation des pilotes, tu te rappelles, Olivier, où on disait que si t'étais pas le fils ou le cousin de quelqu'un de haut placé, il y avait... Ouais, c'était impossible d'avoir un boss, etc. Mais c'est sensiblement la même chose au niveau... pour tout le reste, pour tout le fonctionnement du pays, c'est que c'est toujours à coup de qui tu connais et comment tu... Donc, c'est pas surprenant que l'entité, l'équivalent de Transport Canada au Pakistan se fasse taper ses doigts, parce que là-bas, dans le fond, les décisions se prennent en fonction de qui est en fonction et de à qui ça va servir. Mais là, pour vous donner une idée, la dernière fois qu'on a fait un bannissement un peu semblable pour des raisons de sécurité, pas des risques de terrorisme ou d'autres choses comme ça, c'était pour le Népal. Donc, un bannissement ouvert, dans le sens où on ne sait pas quand est-ce que ça va finir, on donne pas de garantie de retour, etc. On est présentement en train de renverser ce bannissement-là suite à plusieurs améliorations du système de ce pays-là. Ça fait 7 ans. Quand même. Donc, avant qu'on puisse anticiper un retour de Pakistan International Airlines en Europe, peut-être qu'il va faire beau. Question. Oui. Est-ce que ça inclut l'Angleterre? Ça, c'est une autre histoire. Et ça m'amène à mon prochain point. C'est comme question, ça. Non, mais je m'excuse, c'est parce que je sais qu'on va parler éventuellement. Pour l'instant, ça les incluait effectivement parce qu'ils étaient couverts par EASA et donc c'était le même genre de règles. Par contre, potentiellement, ils pourraient prendre une décision différente à partir du 1er janvier. Parce que là, en Europe, on commence à anticiper un Brexit sans entente. C'est ce qu'on appelle le Brexit, le hard Brexit. Exact, le no deal. Exactement. Le no deal. Donc, dans le fond, jusqu'à maintenant, les régulateurs européens avaient refusé de mettre de l'avant un plan de contingence dans le cas où on aurait un Brexit sans entente, de peur de mettre une clé dans les rouages des négociations. Donc, pour pas mettre de pression supplémentaire sur des négociations qui étaient déjà ardues. Par contre, on vient de sortir ce plan-là en disant, écoutez, là, on n'est vraiment pas sûr de comment ça va fonctionner. On veut rassurer les opérateurs et les passagers et toutes les organisations qui servent à passer des marchandises, surtout, entre ces deux territoires-là. Donc, on a sorti un premier plan pour garantir le passage des avions, des camions et des choses comme ça entre l'Europe et le Royaume-Uni pour 6 mois suivant le 1er janvier, dans le cas d'un Brexit dur, ce qu'on a toutes les chances d'avoir a priori. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que l'Angleterre pourrait décider à partir du 1er janvier, quand ils vont devenir souverains dans leurs décisions réglementaires en aéronautique, de faire des choix différents de l'Europe? Absolument. D'ailleurs, ça m'amène au 3e point qu'on avait sur l'Europe, qui est que le Royaume-Uni vient de retirer tous les tarifs en place sur les produits Boeing. All right. À partir du 1er janvier, unilatéralement, donc contre l'avis des Européens, bien entendu, mais également sans aucun retour d'ascenseur de la part des Américains. All right. Alors, moi, je sais ce qu'ils vont faire. Oui, vas-y. Ils vont changer les vaccins contre des Max. Ils vont faire des vaccins aux États-Unis puis ils vont recevoir des Max en retour. Tu ris, mais c'est pas nécessairement une impossibilité parce qu'ils ont déjà commencé à vacciner. En fait, les Anglais sont les premiers à avoir commencé à vacciner avec le vaccin Pfizer. Et la grogne commence à monter aux États-Unis par rapport à ça parce que le gouvernement américain a refusé des doses supplémentaires qui se sont faites offrir par Pfizer il y a quelques mois. Et ça a été pris ailleurs dans le monde, dont au Royaume-Uni. Et les Américains commencent à pas être contents de ça. Ce qui est complètement une autre histoire. Mais
c'est vrai que ce ne sont pas des vases clos, ces enjeux-là. Est-ce que ce serait possible que ces tarifs-là soient en lien avec complètement un autre dossier? Essaie les Anglais essayent de tisser des liens. On le sait que Boris Johnson essaie de se rapprocher des Américains parce qu'il est en train de s'éloigner des Européens. Oui, puis en même temps, on considérait que l'élection de Joe Biden était un gros risque pour Boris Johnson et c'est ça qui est arrivé. Donc, il se retrouve un petit peu dans une mauvaise posture actuellement. Là. Absolument. On essaie de se faire des amis par la bande, potentiellement. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour Boeing. Oui, c'est une excellente nouvelle pour Boeing. British Airways va pouvoir acheter plein de Boeing. Pour revenir, pour vous donner une idée de pourquoi Airbus n'est pas content actuellement, donc officiellement, le Royaume-Uni et l'Angleterre ne sont pas actionnaires de Airbus. Par contre, c'est eux qui produisent la vaste majorité des ailes. Oui. Et il y a 14 000 personnes employées par Airbus au Royaume-Uni. Donc là, du côté d'Airbus, on est en train de considérer très sérieusement de sortir la production des ailes du Royaume-Uni à cause de toutes ces difficultés-là. Ouais. J'imagine que c'est aussi un risque qu'on leur brandit sous le nez régulièrement depuis quelques années pour les tenir en joue un petit peu par rapport à des tarifs et des choses comme ça. Ouais. Donc, on va voir ce que ça va donner. C'est peut-être une menace vide parce qu'on a quand même une grosse expertise là-bas qui serait pas nécessairement facile de déplacer. Ouais. Par contre, on s'est posé la question. Là. Donc, les Européens ont été complètement pris de court par cette nouvelle-là, semble-t-il. On s'y attendait pas du tout. On sait pas pourquoi ça a été fait et on considère que c'est un désaveu total du partenariat. Donc, drôle de décision qui semble un petit peu intempestive. Ouais. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si on va voir ça dans un court laps de temps, là, le retrait d'Airbus de l'Angleterre, là, du Royaume-Uni. Ça fait longtemps que ça va pas bien entre Airbus et l'Angleterre. Hein. Ça fait une bonne dizaine d'années qu'ils ont de la misère à s'entendre, puis qu'ils sont pas, puis l'Angleterre est pas satisfaite d'Airbus. Ah, mais honnêtement, pour certaines affaires, là, je te dis, là, tu sais, en ce moment, on parle beaucoup de Charles de Gaulle, là, puis qui ne pouvait pas sentir les Anglais. Je commence à comprendre pourquoi. Ils sont compliqués à dealer avec, là. Fait que je serais pas surpris mais le problème, c'est que c'est politique. Donc, on rentrera pas dans ce débat-là. C'est pas le but de l'émission. Mais je pense que s'il y avait pas tout cet aspect politique et de relations de bon voisinage, là, ce serait déjà fait. Depuis longtemps. Si le Royaume-Uni s'appelait la Roumanie, ce serait déjà fait. Ça ferait longtemps que ça serait réglé. Eh boy, oui. Donc voilà. On va voir ce que ça va donner. A priori, présentement, il n'y a pas grand-chose de bon, à part qu'on ait pris des ententes pour s'assurer que les vols puissent continuer et tout, mais tu sais, il reste que présentement, il n'y a pas tant de trafic que ça entre l'Europe et le Royaume-Uni. Trafic passager, entendons-nous, il y a des marchandises, mais absolument. Bon, on va voir ce que ça va donner. À suivre. Aer Lingus ziote les États-Unis, André? Oui, en fait, Aer Lingus a appliqué pour 3 nouvelles routes aux États-Unis. Qui, à partir de Manchester, il voudrait desservir New York, Boston et Orlando. OK? Au début, il planifie faire ça avec des 330-200 usagers. Okay? Ouais. Mais l'objectif, c'est de faire ça avec des 321 LR. Oh! 321 LR, André? 321 LR? Oui. Le nouveau 757? Ouais, ben, l'avion transatlantique. Par excellence. De basse altitude. Ouais, pour lancer des nouvelles routes. Pourquoi de basse altitude? Ben, le 321, elle est les mêmes ailes que le 320, puis il pèse comme 10 tonnes de plus. Ouais, OK. Il peut pas monter. Il est incapable de monter. C'est sûr qu'il ne montera jamais aussi haut. En hiver, il n'y a pas de problème. En été, ils vont se traîner à 31 ou 32, des affaires de même. Là. C'est ridicule. Là. C'est bas. Ça dépend. C'est la question des vents. J'avoue que c'est bas. Ben, c'est même pas la question des vents, c'est la question que tu peux pas aller chercher une consommation optimale de ton carburant, t'es juste pas assez haut. Oui, mais si t'as un bon vent de dos, tu t'en fous, tu sais, c'est comme, ouais, c'est sûr. Bon, mais il faut que tu reviennes un jour, là. Ouais, il faut revenir, là, tu peux pas... ben, l'avion, tu le renvoies par bateau. Tu lui fais faire le tour, par le 2/3 de l'autre côté. Ouais, fait que pourquoi? On sait qu'il y a une très grosse communauté d'Irlandais à Orlando. Oui, parce que j'allais demander, si tu voulais rejoindre Miami, rejoindre un hub, j'aurais peut-être plus compris, mais là, vraiment, là... Orlando? Ben, les vacances, c'est juste avoir un marché de vacances pour les vacanciers qui vont avoir tous les parcs thématiques à Orlando. À ce point-là?
Ben oui. OK, fine. C'est parce que Boston Moi, je puis me New suis- York, ça faisait du sens. Là, Ben, pour les vacances, quand tu arrives à Orlando, en temps normal, pas quand on a notre ami le COVID, là, c'est plein d'avions de British Airways, de Lufthansa, de Virgin. C'est plein d'Européens qui sont là pour venir voir les parcs, là, été comme hiver. Ouais, c'est vrai. Effectivement. Visiblement, l'attraction d'un parc de Disney m'échappe complètement. Là. Mais d'accord. C'est parce que t'as perdu tes yeux d'enfant, c'est pour ça. Bon, on va les retrouver dans pas long, je pense. OK, d'abord, on passe du côté de Renton. Non, c'est pas vrai. Suivi sur la COVID, André, une autre nouvelle ordinaire pour l'Europe. Comment ça? Eh oui. Pas de Bourget 2021. Ça a été annoncé la semaine dernière. Pendant Selon quelques Météo mois, on Express. a eu espoir. Ouais. Ouais. Et regarde, ils ont été vite sa gâchette, mais moi je comprends la décision là. C'est un très gros, c'est un gros événement. Puis moi j'avais discuté avec des gens de chez Airbus Canada de ça au mois d'août cet été, de façon non officielle. Puis les gens m'avaient dit, regarde, c'est très dispendieux un événement comme le Bourget. On sait que cette année ça rapportera pas aucune commande. Ouais. Vraiment, regarde, c'est des grosses considérations. Je pense que les exposants n'étaient pas assez nombreux pour que... Ouais. Ben, sans compter le risque, là, ce serait vraiment mal vu pour l'industrie d'être un événement super spreader. Ouais. Mais t'essaieras de ramasser un porte-clés puis un sticker, toi, à 2 mètres de distance. Là, ouais, c'est ça. Il y avait eu le spectacle, c'est où? C'est à Singapour qu'il y a eu le spectacle, là. Ouais, au mois de février. Cet été, là, puis il aurait mieux fait de l'annuler, là. Oui. Et en fait, c'est ça. Alors, dans les grands spectacles aériens, parce que, en fait, il faut comprendre que, oui, il y a des vols de démonstration au Bourget, mais la partie importante du Bourget puis de Farnborough, c'est pas le spectacle aérien, c'est la foire commerciale qui est en arrière. Absolument. Le réseautage. Ouais, le réseautage. Donc, dans les grandes foires commerciales aériennes ou aéronautiques de 2021, là, il y a encore eBay qui est à l'horaire pour le mois de mai à Genève. Moi, on me dit que le deadline pour cet événement-là, ça va être fin février, que la décision... ils ont jusqu'à fin février prendre cette décision-là, mais c'est encore très tôt. Ça me surprendrait que ça ait lieu. Tu vas avoir aussi... Théoriquement, tu as le Dubai Air Show en 2021, au mois de fin novembre, début décembre. C'est peut-être le premier qui va avoir lieu. Parce qu'il est assez loin dans le temps. Le Dubai Air Show, c'est-tu un show qui est surtout... C'est surtout militaire, ça, Olivier, le Dubai Air Show, ou c'est grand public? Ah, il y a du civil. Non, civil. Ouais, OK, d'accord. Dubai Air Show, là, à certaines années, c'était le festival des commandes de wide body parce que c'est là qu'Emirates puis Qatar, puis c'est là où tous les transporteurs arabes passaient leurs grosses commandes, là, tu comprends? Ouais. C'était le festival du wide body il y a quelques années. Maintenant, c'est le festival des annulations de commandes. Fait que je vois pas l'intérêt. Sauf que là, si c'est le premier show depuis 2 ans, ça se pourrait que ça leur donne un petit boost. Mais on verra. Mais alors, je pense que 2021, mon budget voyage pour les foires commerciales va être réduit sensiblement. Tu t'en vas à Dubaï, André? Ouais, va à Dubaï. Tout ton budget va passer là. Anyway, fait qu'il n'y a pas de problème. Non, regarde, je vais le rouler dans le 2022 parce que je veux aller à Farnborough en 2022. Ça coûte cher aller à Farnborough. Comparé à Paris, là, oh, Seigneur. Ah ouais. Mais le truc à André, c'est qu'il faut que tu fasses un vol vers l'Irlande, puis de là, tu prends un autre vol vers l'Angleterre, puis tu sauves les taxes d'aéroport. Ouais, il y a ça, où tu vas... J'ai regardé ça, puis si tu vas, voilà, tu prends le train après ça pour aller à Londres, ça te revient pratiquement le même prix. Sauf que tu passes une journée, t'as fait une journée de tourisme de plus, t'as pris le train, t'as vu d'autres choses. Hein. Enfin, mais chers auditeurs, vous savez maintenant comment faire. Merci Olivier pour sauver les taxes. Et là, c'est vrai qu'on va à Renton, André. Premier vol commercial d'un Max. Parce que la semaine passée, on avait parlé du premier vol, on pourrait dire de démonstration. D'amadouement. Je suis pas mal sûr que ça existe. D'amadouer les gens. Ouais. Et là, c'est Gol, la compagnie brésilienne, Gol, qui a fait son premier vol commercial. Donc, ils ont exploité un 737 MAX. On n'a pas entendu parler. Il n'a pas craché? Non. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de lumière. Il n'y a même pas une lumière ou un j'allais dire, mais il y a une rumeur comme quoi il y a une navelaire qui était brûlée, mais bon.
Mais il ne s'est rien passé. Écoute, pendant les semaines à venir, ça va reprendre graduellement. Et attendez-vous, chaque fois qu'il y a une ampoule qui va brûler sur un 737 MAX, on va en entendre parler. Moi, je serais vraiment curieuse de voir la quantité de passagers qui ont demandé des changements de vol et tout. On le saura pas, bien sûr, mais on ne le donnera pas, non? Très, très curieuse. Et également, Boeing a livré le premier MAX depuis 21 mois. C'est United Airlines qui a reçu son premier appareil aussi. Qui a été forcé de recevoir l'appareil. C'était quoi? Qui a été forcé de prendre l'appareil. Ah, ça. Fait que oui, alors ça va bien pour Boeing. Tu regardes le prix de l'action à 230 US, c'est merveilleux. Voulez-vous, on va attendre de voir les résultats financiers de 2020 et des 2 premiers trimestres de 2021 avant de célébrer. Mais puisque puisque aucune des prévisions réalistes n'impacte le cours de l'action, on dirait depuis 2 ans pratiquement, là. En tout cas, la seule bonne nouvelle là-dedans, c'est le fonds de pension des employés. Là. Ouais, t'as raison. Jusqu'au moment où ils vont réaliser que ça va pas aussi bien, puis que là, en tout cas. Enfin. Mais je comprends pas que l'action se maintienne comme ça. Artificiellement. Artificiellement. Bon, enfin. Tu sais, les think tanks de tantôt, là, que je te parlais, qui disaient que c'est de la merde, la Chine, là? Ouais. C'est les mêmes. Oh, oui, absolument. C'est le même type d'analyse pour l'action de Boeing. OK. On passe en techno, Greg, pour changer complètement d'humeur. Oui, mais on reste aux États-Unis. On va parler, une petite nouvelle vite de GE, General Electric, et son moteur entièrement dédié aux avions supersoniques. Donc, moteur qui avait été annoncé là, il y a à peu près 1 an et quelques, 18 mois, là. Le Affinity. Donc, c'est un moteur qui est designé spécialement pour le Aerion, dont on parlait tantôt. L'avion supersonique qui est en développement depuis toujours. Donc, un moteur qui est de la classe d'à peu près dans les 20 000 quelques livres de poussée, de thrust. Très intéressant parce que là, on a eu un petit peu plus de détails de comment il serait configuré. La seule chose qu'on savait quand le moteur était annoncé, c'était 2 choses. C'est que les étages de fans, donc les aubes en avant, là, il y a 2 étages de fans. Donc ça, on le savait tout de suite parce que tout le monde avait fait comme « Oh my God, wow! » Puis donc ça, on le savait déjà. Et on savait qu'il s'inspirait très certainement beaucoup du CFM56 pour le High Pressure Core. Donc le cœur du moteur haute pression. Puis là, on a un petit peu plus de détails. Donc, ce fameux cœur haute pression va avoir 9 étages, drivé par une turbine seulement. Puis ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on sait donc que c'est inspiré du CFM56 pour nos amis qui ont déjà travaillé sur du CFM56. Mais également beaucoup de technologies d'appoint, donc de contrôle de température, puis aussi au niveau des céramiques et tout ça, qui est directement inspiré d'un moteur militaire, le GE, le F101/110. Donc on réutilise beaucoup de technologies qui a été développée entre autres dans le militaire. Hein? Développé dans le militaire, ça ne nous rappelle pas quelque chose, ça? Pas de subvention aux États-Unis, mais absolument pas de subvention, mais c'est incroyable ça. Oh là là, qu'ils sont forts. Donc c'est un moteur qui est développé pour être capable d'opérer dans le range on parle de Mach 1.6 à peu près, mais il va être utilisé plus aux alentours de Mach 1.4 pour le Aerion. Puis ça, c'est directement c'est directement relié par le fait qu'on est limité au niveau le fameux boom sonique. Là. Donc, une façon de contrôler le bruit quand l'avion va passer le mur du son, c'est entre autres d'aller un peu moins vite. Donc l'avion devrait voler aux alentours de Mach 1.4, mais le moteur pourrait aller jusqu'à facilement Mach 1.6, c'est ce que GE nous a annoncé. Et le moteur est également développé pour être capable d'opérer aux alentours de 60 000 pieds. Donc ce serait l'altitude, ça nous donne aussi à peu près l'altitude d'opération du Aerion. On dit que l'avion pourrait voler beaucoup plus haut que ça, mais là ça devient beaucoup trop compliqué au niveau de la motorisation.
parce que là, il faudrait y aller avec du turbojet, donc un moteur qui serait directement inspiré, par exemple, des moteurs du Blackbird, le SR-71, où là, il y aurait du stato de réacteur là-dedans, puis ça commence à devenir compliqué. Ouais. Donc, l'autre affaire, c'est que si tu voles haut comme ça, tu dépressurises, tu viens de tuer tout le monde, là. Il y a ça aussi, là. Ouais, à peu près, ouais. Puis il y a aussi l'enveloppe de vol, là, le fameux le coffin corner là, qu'il appelle, qui serait, tu le sais mieux que quiconque, Olivier, là, qui devient de plus en plus, la pointe devient de plus en plus petite. Plus tu voles haut, donc ta marge de manœuvre est encore plus réduite. Là. Je pense que dans ce cas-ci, le principal facteur, ce serait de protéger les occupants de l'avion s'il y a une dépressurisation. Ouais, ben c'est ça. Ouais. Mais je pense aussi qu'on met de l'avant le fait que on va commencer à douter du temps de réaction. Puis même au niveau militaire, on sait par exemple le U-2, c'est une bonne faire un petit parallèle pour donner une image aux gens. Là. Le U-2, l'avion espion qui vole encore aujourd'hui. La marge de manœuvre entre le décrochage aérodynamique et un overspeed, on parle de quelques nœuds seulement. Là. Il est tout le temps ça on the edge. Là. Ça, parce que c'est une vieille patente, là, mais un avion moderne comme l'aérion, il serait capable d'élargir cette enveloppe-là. Mais à haute d'une certaine altitude, si ça dépressurise, ton sang est bouille. Ouais. T'as pas une combinaison pressurisée. Fait que c'est ça le problème. T'as beau avoir un avion qui mets ton masque, Olivier, mets ton masque. Même avec le masque, ton sang va bouillir. Ouais. Hey, mais parlant de ça, messieurs, petite parenthèse qu'on n'avait pas prévue, mais qui est super intéressante. Un article de Popular Mechanics de cette année sur comment fonctionne le vol, donc comment fonctionne la portance sur les ailes, etc., qui explique dans le fond qu'on n'a aucune idée vraiment de comment ça fonctionne, tu sais, que les théories sont pas capables d'expliquer exactement la portance pour le moment, mais qu'on l'utilise quand même parce que why not? Un peu comme l'anesthésie, là, tu sais, qu'on comprend pas comment ça marche, mais qu'on utilise quand même. C'est comme le magnétisme. Ouais, exactement. Donc, on va mettre cet article-là, exactement. On va mettre cet article-là dans les notes de l'épisode parce que c'est super intéressant. Ça a été reconnu comme un des 20 meilleurs articles de l'année, toute discipline confondue. Ça, c'est un bon point, là, parce qu'il y a un prof à l'ENA, à l'École nationale d'aérotechnique, ici à Saint-Hubert, qui a pris sa retraite maintenant, qui enseignait pendant de longues années le fait que l'aile générait pas de portance, c'est le vent qui poussait dessus puis qui la faisait monter. Il faut qu'il vente dans le bon sens. Ouais, puis je l'ai eu comme prof. Fait que puis donc juste pour finir rapidement là, c'est après ça d'un point de vue technologie, tu sais, c'est nouveau, c'est wow là. Ça va être le moteur, donc ce moteur pour l'aérion là, ça va être le moteur qui va avoir le bypass pour une aussi petite turbine là. Ça va être du low bypass, on s'entend là. Qui va être aux alentours entre 2 et 3 pour 1. On n'a pas le chiffre encore officiel, bien évidemment, parce que c'est top secret, là. Un ratio de pression aux alentours de 20 pour 1. Fait que c'est pas, en fait, ce que ça nous dit, ces chiffres-là, là, c'est que c'est pas une technologie qui est totalement, oh wow, c'est incroyable et tout ça. On a optimisé. Oui, on a réutilisé beaucoup de technologies, donc on avance. Le point là-dedans, là, à sortir tous ces chiffres-là, là, pourquoi que c'est important de savoir que c'est un ratio de pression total de 20 pour 1, etc., c'est que c'est un très bon exemple, puis on en parle souvent à l'aéropod, c'est un très bon exemple de réutilisation de technologie et donc dans ce cas-ci, d'avancer avec des valeurs sûres, d'avancer avec des choses qu'on connaît, qu'on maîtrise. Donc, c'est ce qui nous fait dire, et ce que j'ai lu un petit peu à droite à gauche, là, ce qui nous fait dire que le moteur devrait être un succès parce qu'on n'avance pas, on n'est pas dans le néant, là. On sait pas que, mon Dieu, de nouvelles technologies. On a pris un JT8D puis on lui a donné un nouveau nom. En fait, je pense qu'on a plus pris un CFM56 puis on lui a donné un nouveau nom. C'est un moteur que tout le monde sait que c'est un succès commercial. Ça va être historique, là, ce moteur-là. J'allais revenir à la question de sur quel appareil ce moteur-là va être installé. On disait au départ que... L'aérion. Oui, on disait au départ que vous croyez pas nécessairement que ça va voler pour de vraies cette histoire-là. Ben non, ça va voler. Ce qu'on pense, puis je pense qu'Olivier va être du même avis, c'est que ça fait extrêmement longtemps. C'est des universitaires qui ont parti c'est des chercheurs qui ont parti ce projet-là, l'aérion à la base. Ça pose toujours un gros défi à la commercialisation. C'est des docteurs en ci puis en ça qui ont dit que machin, là.
Et moi, je pense qu'éventuellement, ça va être revendu ou racheté. En tout cas, appelez ça comme vous voulez. Là. Mais, Parce que dans le quart du laps de temps qu'ils ont mis pour développer l'aérion, Boom est arrivé puis ils ont construit un avion qui va voler l'année prochaine. Dans le quart du temps. Ouais. Donc, tu sais, il y a beaucoup de... Mais donc, ça explique le fait que, parce que ça pourrait sembler un peu stupide de la part de GE d'investir des dollars de développement dans un projet. C'est un gamble. Oui, mais en même temps, en procédant avec une méthode d'innovation incrémentale, on risque moins. Exactement. Ouais. Et est-ce que ça serait réutilisable ailleurs? Absolument. Tout à fait. C'est un moteur qui peut être employé. Et je pense que c'est le pari que fait GE de dire si le retour au supersonique commercial se fait, on va être là. Si ça tombe à l'eau, bon, on n'a pas perdu grand-chose. On va pouvoir déduire ça de nos dépenses. On va pouvoir déduire ça de nos dépenses. Et ou, Olivier, on pourrait peut-être le réutiliser sur un futur avion chasseur, bombardier, drone, whatever, militaire américain. Faut qu'il soit cycle adaptatif ton moteur. Ouais, mais encore là, ça peut être utilisé. J'ai lu un des articles que j'ai lu mentionnait, Olivier, que ça pourrait peut-être être réutilisé par les militaires pour pour un drone quelconque, furtif, inconnu, top secret. Un drone tanker? En tout cas, non, moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une bonne vision Parce artificielle. que lui disait, admettons que ça fonctionne pas. Le Là. drone tanker, c'est un moteur Pratt & Whitney Canada. OK, c'était vraiment une joke, mon affaire. Je pensais pas que c'était dans les cartons. Ah, puis dernier petit point aussi, avis à tous ceux qui seraient intéressés par la chose, le moteur n'aura pas d'afterburner, of course, installé. Donc, pour le bruit, entre autres, bien évidemment, ceux qui ont déjà vu des F-18 décoller avec les afterburners, savent de quoi je parle. Mais je faisais une petite parenthèse en parlant du SR-71 tantôt. Il va avoir l'aérodynamicien en chef qui est en charge d'intégrer le moteur à l'aérillon. Va utiliser des translating cowls, donc des capots moteurs en avant et en arrière qui vont bouger, ouvrir, fermer. On n'est pas trop sûr exactement de comment. Là. Un petit peu dans la même optique, la même approche qu'avait le SR-71, à part le fait que le SR-71 sur son J58 avait une pointe de moteur, l'entrée d'air, le spike là, qui pouvait bouger, avancer et reculer. Puis, c'est le MQ-25, c'est le moteur Rolls-Royce, c'est le moteur de l'Embraer 145 qu'il y a dessus. Oui, le AE de 3007. Ouais. Mais tu sais que le SR-71, il était plus économique à Mach 3 qu'à Mach 1, hein? Oui, absolument. Tout à fait. Il switchait en stato-réacteur, fait que il y avait pas de... Tout le core tournait, mais pour le fun. Donc voilà, fait que c'est une très bonne nouvelle pour les amateurs de moteurs comme moi. Pour l'aspect technologique avancé et tout ça, et moins bonne pour ceux qui trippent à supersonique parce qu'il y a encore beaucoup de sceptiques à ce niveau-là. On s'entend, là, ils en vendront jamais autant que le CFM56. Là. Je crois pas, non. Effectivement. CFM56, le nom est gravé dans l'histoire puis il bougera plus jamais de là. Il n'y a pas grand-chose qui a été... Mon lave-vaisselle est moins fiable qu'un CFM56, juste pour te dire. Là. Donc, voilà. Oh, je te confirme le mien aussi. Après 4 ans et demi, il faut le remplacer. Fait que t'aurais dû acheter un CFM56, André. Oui. Ouais. Non, un PT6, c'est moins cher, c'est peut-être encore plus fiable. Bon point. On passe en défense, Olivier. Oui, la défense! Hey! Pang! Un acronyme pour vous. Donc, tu fais toujours un peu le saut quand je vois un acronyme français parce que j'essaie de le traduire en anglais et ça n'a aucun rapport, là. Donc, le PANG, c'est le porte-avions, nouvelle génération. Les Français vont remplacer le Charles de Gaulle. Charles de Gaulle qui est en service depuis 2001. Donc, il arrive à la fin de sa vie en 2038. Et là, le président Macron a fait l'annonce cette semaine que le prochain porte-avions, il va être en construction à partir de 2025. Il va être lancé en 2036 et en service en 2038. All right. Moi, j'ai l'impression que quand on prévoit de timer les choses... Hein? Quand on time les choses à l'année près, là, sans compter aucun retard, je trouve ça un peu téméraire. Non, en fait, ce qui est important de savoir là-dedans, c'est que ce projet-là du remplacement de Charles de Gaulle, là, les premières discussions datent du début des années 80. Okay. Juste donner un exemple, le Charles de Gaulle, le lancement du bateau a été lancé en 1994, il a été armé en 2000 et en service en 2001. Mais c'est un projet qui est de longue étape, de longue haleine. Donc, cet échéancier-là, les plans sont probablement déjà assez avancés, comme quoi qu'ils sont capables de couper du métal en 2025. Ça va progresser assez rapidement. Ça devrait pas trop
dévier de ce truc-là. Parce qu'ils disent le porte-avions, en 2038, le Charles de Gaulle devra être décommissionné. Une révision. Donc, au lieu de l'envoyer en révision, on va juste le décommissionner, l'enlever du service. Donc, l'autre, il faut qu'il soit prêt. Puis les Français, ils sont vraiment assez compétents pour la construction navale. L'exemple qu'il donnait pour ça, c'est que le choix des hélices est déjà fait. Fait qu'ils ont déjà fait du travail là-dessus. Okay. Donc, ça, c'est un truc qu'il faut le rendre aux Français pour les navires militaires sont assez efficaces. Ils n'ont pas l'habitude de niaiser avec leur construction navale. Donc, le nouveau porte-avions, ce qui est intéressant, c'est qu'il est beaucoup plus gros que le Charles de Gaulle. Le Charles de Gaulle, donne un exemple, 260 mètres de long. Le nouveau fait 283, 285, quelque chose de même? Là. 300 mètres. OK. Donc, 9 mètres plus large, 40 mètres plus long. Et le Charles de Gaulle pèse 42 000 tonnes. Le nouveau va être 75 000 tonnes. On parle de 32 chasseurs de génération. Donc, le FCAS, celui qui est fait avec Dassault puis Airbus. Ouais. Et en plus de ça, les Hawkeye, les E2D pour le contrôle de l'espace aérien. Ouais. Et on parle au niveau du complément des marins et des militaires dessus. En ce moment, le Charles de Gaulle, ils ont 1777 personnes sur le navire. Donc, 1000 personnes pour en fait, 1900 personnes pour le navire, 700 pour le groupe aérien. Et là, le prochain porte-avions, ça va être 1000 personnes environ pour le navire et environ 700 personnes pour le groupe aérien. Plus d'automatisation. Ouais. Ouais, donc déjà les Français, ils ont ça avec leurs frégates, comme les FREMM et tout ça. Ils ont des frégates qui sont des navires militaires qui sont hautement automatisés pour pallier au manque à difficulté de recruter des marins. Ce qui fait en sorte que les conditions sur les navires, comme il y a moins de personnes pour gérer le navire, ils ont des cabines plus grandes. Cool, le confort. Oui, quand même, parce que c'est assez... Si vous avez déjà fait un tour sur un navire militaire, c'est cramé, c'est même pas assez explicite pour parler de combien... Quand tu dis qu'il faut que tu dormes avec la torpille en... Ouais, en cuillère avec une torpille. En cuillère avec une torpille, là, c'est ça ou changer les draps avec le chiffre de nuit, là, tu sais. Mais c'est un bon... Ça va être assez intéressant à voir, ce projet-là. Donc, un gros navire il sera un navire nucléaire également. Ce ne sera pas un navire conventionnel comme les Anglais ont fait avec leur navire. Ouais. Donc, les Français, le nucléaire, une histoire d'amour. Quand même. Espace, Olivier. Une bonne nouvelle pour l'espace pour les gens d'ici. Mm-hmm. Donc, l'Agence spatiale canadienne a donné un contrat à MDA pour un nouveau bras canadien qui va s'appeler le Canadarm3. Hey, c'est original. Il va être installé sur le Lunar Gateway, la fameuse station spatiale qui va être en orbite autour de la Lune. Vous pourrez aller voir les archives, mais on en a parlé à l'épisode 32. Donc, j'ai fait mes recherches avant. Donc, c'est qu'on avait parlé de ça. Donc, le premier contrat a été donné, donc 22,8 millions pour débuter les études. Et puis, il va être capable de faire exactement ce qu'il fait sur la station spatiale, mais ça va être la version qui va être sur le Lunar Gateway. Donc, en plus de tout ce que le Canadarm2 fait sur la station spatiale, ben, il va y avoir plus de... On ne sait pas c'est quoi encore les nouveaux features? Pas vraiment. J'ai lu le communiqué de presse de l'Agence spatiale canadienne, puis ça va être plus, mais mieux. OK. OK. Je résume ça, Olivier. Oui, André? Ben, parce que si je ne me trompe pas, le Canadarm2, il se détache des deux bouts. Oui, il se promène, là. Il peut se promener, c'est ça. Fait que celui-là va faire ça aussi. Oui. Il va se détacher des trois bouts. Oui, des monolithes, du régolithe. Non, mais là, on s'entend, là. Il va y avoir un bras canadien sur la porte des étoiles, là. All right. C'est malade. Oh. Je sais pas ce qu'on va pouvoir faire, par exemple. Ça m'intrigue un peu. On va-tu construire une pyramide à côté? Des grossièretés? OK. Enfin. Oui, peut-être donner les droits, faire un bras d'honneur aux extraterrestres. SpaceX, par exemple? Moins. Moins. Oui. Non, moi, ça va bien pour SpaceX. SN8 a fait son vol à 12,5 km d'altitude, donc 41 000 pieds si vous êtes en pied. Mais c'est quoi, André, SN8, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi SN8? OK, alors, on va y aller avec ça. SpaceX, c'est le vaisseau... Starship. On recommence. Oh, que ça va des bloopers, ça. Oui, que ça va être des bloopers. Hein? SpaceX développe en ce moment un vaisseau spatial capable de transporter des humains vers la Lune et éventuellement vers Mars. Le vaisseau en question s'appelle Starship
Et à la manière dont développe les choses chez SpaceX, c'est qu'au lieu de construire une première grosse fusée, de l'essayer qu'elle nous pète d'en face puis que ça a coûté des milliards, ils ont commencé par faire des petits cylindres expérimentaux. Ils ont développé ils ont fait exploser l'utilisation de l'acier inoxydable graduellement. SN8, c'est le serial number 8, donc c'est le numéro de série 8. Ils ont augmenté graduellement la taille des fusées. C'était le premier de la série Starship qui volait, qui faisait un bond significatif. C'est un grandeur nature? Es-tu de la bonne taille? Il n'est pas de la bonne longueur. Il est du bon diamètre, c'est-à-dire qu'il fait 9 mètres de diamètre, presque 30 pieds de diamètre. C'est 29 pieds et demi de diamètre. C'est quand même assez large. Hein? Wow. Mais en fait, c'est l'étage supérieur qu'ils ont testé. C'est pas c'est l'étage qui va aller en orbite qui va revenir d'orbite. OK. Exactement. Avec cet étage-là, tu as raison, Olivier, merci de la précision. Cet étage-là est muni d'ailerons, si tu veux. Il y a 4 ailerons dessus, donc 2 en haut, dans le haut, 2 dans le bas, qui permettent de plus ou moins contrôler la descente ou de la retombée. Un peu comme les Spaceship One. Ouais, exactement. Donc, ils ont fait le vol. Ils ont décollé normalement avec 3 moteurs Raptor, qui est le nouveau moteur développé spécialement pour alimenté au méthane. Au méthane. C'est pourquoi on utilise le méthane? Parce qu'on peut en avoir dans les espaces. Et voilà, sur Mars, tu pourrais réutiliser le méthane de Mars, refaire le plein pour revenir. Donc, ça diminue le poids. Les astronautes mangent des fèves aussi, ça peut créer du méthane. J'allais dire, amener une vache, il n'y a pas de problème. C'est ça. J'ai regardé le vol en direct. Écoute, la montée s'est très bien déroulée. La descente, c'est assez impressionnant de voir comment ils maîtrisent. C'est une chute libre, mais contrôlée. C'est un petit peu... On peut pas dire qu'il plane ou qu'il vole. Il tombe à l'horizontale. Il retombe à l'horizontale. Puis grâce aux ailerons, ils réussissent à le maintenir de manière stable puis à l'amener là où il veut, c'est-à-dire qu'ils l'ont ramené au pad de lancement. Malheureusement, au moment d'atterrir, à mon avis, je saurais dire pourquoi, ils ont semblé manquer de puissance sur le moteur et elle s'est posée un peu trop violemment. C'est parce qu'ils ont manqué de carburant. Ils ont manqué de carburant, c'était ça la raison? Oui, c'était prévu. C'était prévu qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas avoir... Il y a 2 réservoirs d'essence. Il y a un dans le bas, un dans le haut. Et le réservoir d'essence en haut qui pressurise les moteurs avait plus de pression. Donc, les moteurs étaient plus capables de fonctionner. Et voilà, donc il n'a pas ralenti suffisamment, il s'est écrasé. Ça a donné une explosion à l'atterrissage. Mais du côté de ces SpaceX, on est content. On a eu toute l'information qu'on voulait avoir, tout ce qu'on cherchait à savoir avec ce vaisseau-là. On a eu toutes les données nécessaires. C'est incroyable quand même. Honnêtement. Ouais, et vois-tu, cet incident-là te démontre l'utilité de progresser, de faire des petits vaisseaux que tu grossis graduellement. Donc, au lieu de perdre une fusée complète avec 32 moteurs Raptor, on a juste perdu un étage du haut avec 3 moteurs. Il y a un paquet de choses comme ça qu'on a économisé dans ce crash-là. Mais André, dis-moi, pourquoi ils se bombardent eux-mêmes? Pourquoi ils ne donnent pas ça à contrat? Pourquoi ils n'amènent pas ça ailleurs? Regarde, je vais te donner l'exemple. Si tu compares Starship, OK? Je te l'ai mentionné tantôt, 9 mètres de diamètre la fusée, comparé à Falcon puis Falcon Heavy. Falcon Heavy, tu es à 3,6 mètres de diamètre ou en pied, 11 pieds 10 pouces, OK? En termes de diamètre pour Falcon. OK? La dimension maximum que tu peux circuler sur les routes sans avoir d'escorte routière, sans avoir de difficulté à circuler, c'est 12 pieds. Oui, mais André, tu as un grand terrain. Pourquoi tu le fais atterrir au milieu de tes hangars et ça explose? C'est ça ma question. Fais-les plus loin où il n'y a pas d'hangar. C'est juste ça. Mais peut-être parce qu'il n'y a pas d'hangar, justement. Le site de lancement... Peut-être que tu amènes des constructions à effectuer. Ouais. Il n'est pas directement là où sont les hangars. Ils le déplacent, hein? C'est à peu près 500 mètres. Ils font presque 1 kilomètre. Entre le site d'assemblage et le site de lancement, il y a presque 1 kilomètre. Ça fait penser à Kerbal Space Program, là, le simulateur de lancement spatial, quand on décolle avec les fusées, puis on oublie d'envoyer la fusée sur un virage de gravité.
pour servir de la rotation de la planète pour décoller, puis que là, qu'on perd des morceaux de fusée parce qu'on largue des étages, ça retombe sur le pas de lancement. C'est toujours chic, ça. Ouais. Mais il ramène sur levable, là. Ça apprend vite, hein? Oups! Et la raison pour laquelle ils font pas ça, par exemple, sur le bateau, tu sais, parce qu'ils ont un bateau pour récupérer Falcon 9, il y a une plateforme. C'est I Still Love You, je pense, ça s'appelle. Il y en a deux. Tu peux pas, et tu peux pas transporter la fusée SpaceX, Starship, tu peux pas la mettre sur un fardier puis la transporter par après. Elle passe nulle part. Ça te serait extrêmement... Tu serais obligé d'avoir une navette ou quelque chose comme ça. Parce que à 30 pieds de diamètre pour la fusée... Ça passe pas sous les ponts. Mais moi, j'ai une idée. On pourrait utiliser un 747 pour transporter le spaceship. Là, c'est pas ton 747. Ouais. Ça coûte moins... Alors, un 737, c'est ça que tu vas me dire? Ça coûte moins cher. Oui, mais ça va te coûter moins cher reconstruire ton site que de faire des 747, de faire voler, que de déplacer tes affaires en 747. Moi, je pense que c'est le fini. Ah, ben, un Gopi, 29 pieds, il rentre. Il transportait Saturn 5, maintenant. Ouais, regarde. Je pense qu'ils sont à de transporter ça, là. Mais il faut que tu en fabriques un. Ben, il y en a. Il y en a. Oui, mais ils sont déjà utilisés. Subtilement, là, les Russes, ils se font voler des radios dans les avions sur leur base, là. Mais t'as raison, Olivier. Il y a un musée disparu comme par magie, là. Clairement, c'est parce qu'ils n'ont pas pensé. Appelle-les. Je vais appeler Elon. Attends, je suis sur Twitter. Elon, j'ai une idée pour toi. Et voilà. Je serais vraiment curieuse de voir la réponse. On veut un screen grab. Moi, je pense que la réponse, ça va être Who the F-word are you? Tu sais? Non, il va dire tu veux-tu venir que t'as un podcast? Je vais venir fumer du pot sur ton podcast. All right! Hey. Right on! Les investisseurs vont adorer ça. Ça s'est bien passé la dernière fois. Tu y amèneras ton chat, là, Gunther. Comment il s'appelle ton chat déjà? Fritz! Gunther. Même famille. Ah, pareil. Est-ce qu'on a un mot de la fin pour nos auditeurs, messieurs, cette semaine? Je tiens à vous dire que SpaceX, au moment où on enregistre, bon, tabarnouche, là, c'est ça, moi je vois ailleurs. À la moment où on enregistre, ils s'apprêtent à lancer une fusée, le Falcon 9, de Cap Canaveral. Le lancement survient 15 heures après le lancement de Delta 4 Heavy qui est parti hier avec un satellite de reconnaissance. Ouais. Et là, c'est le lancement le plus rapide depuis 1967 où ils ont lancé un Delta G puis un Atlas Centaure en l'espace de 10 heures. OK. Et là, c'est un satellite pour Sirius XM. OK. Ah, Martine. Donc, le gentil booster Falcon qui s'en va voler, il s'en va avec... c'est son 7e vol. C'est incroyable. Ouais. C'est quand même les bons côtés de... C'est incroyable. C'est comme, l'avion qu'on prend par là en Europe, c'est son premier vol. Ouais. Mais non, mais c'est quand même, là, tu vois le bon côté de la libre entreprise, là, tu sais, quand c'est pas drivé par le gouvernement, c'est fou comment que ça peut aller vite. Il y a des bons et des mauvais côtés, là, puis je veux pas lancer le débat là-dessus, là, mais dans ce cas-ci, visiblement, il y a de très bons côtés à privatiser certaines affaires au niveau de l'espace, là, et tout ça, là, c'est incroyable. 7 fois, tu sais, je veux dire, encore une fois, on en parlait, là, je pense, la semaine passée, on disait, tu sais, il y a 110 ans, là, 120 ans, là, on lançait un avion en bois et en papier peint, là, sur un rail de bois, excusez-moi. En bois, sur un rail de bois, puis on était super contents. Yeah, on a fait 300 pieds. Ça me rappelle un certain commentaire qu'on avait eu sur une personne qui avait passé les tests de Transport Canada dernièrement qui nous disait « Il y a plein de questions sur les voilures. » Effectivement. Enfin. Là-dessus, on va remercier le token félin qui a fait une apparition surprise. Ouais, Fritz était parmi nous quelques secondes. Mais il aime pas vraiment ça, nous servir de cette manière-là. Oui, il est allé mordre Olivier en dessous. Oui, c'est ça, exact. Est-ce qu'on va être classé dans les vidéos de chat maintenant? Peut-être pas. Peut-être pas. Je sais pas. Ils sont supposés être drôles, hein? C'est comme la prémisse de base. Là. Il aurait fallu qu'il morde au visage. C'est plus ou moins drôle ou cute. Je vous présente Fritz. Ça peut peut-être s'organiser. Qui vient de partir avec ma mâchoire du bas. Alors, là-dessus, n'oubliez pas, chers auditeurs, que d'ici quelques semaines, vous allez avoir dans vos oreilles et dans vos écrans notre épisode spécial sur les grandes nouvelles 2020.
La revue de l'année. Exact. Ouh. Donc, il s'en est passé des choses cette année quand même. Tout de même. Hey, tu veux dire, il faut que je prépare de quoi pour ça? Absolument. Mais T'as- tu sais, t'as c'est l'habitude vraiment de une pas être question, préparé, ça? Olivier, Exactement. alors. Ouais. Est-ce qu'Olivier va être prêt? Je me pose de sérieuses questions. Pas parce que Là-dessus, j'ai préparé aujourd'hui, hier, tard, que... Ouais, La c'est ça. catastrophe. Arrête. Ouais. on te reconnaît plus. Bon, Ouais. là-dessus, c'était Claudia Ouellette. Grégory Blanc. André Allard. Olivier Lacombe. Merci tout le monde. Bonne semaine. C'est tout pour l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté Aéropod. Abonnez-vous à notre podcast sur la chaîne YouTube ou encore pour la version audio sur iTunes, Google Podcast, Spotify ou votre plateforme préférée. N'oubliez pas de demander les notifications pour être averti dès que le nouveau contenu est disponible. Visitez nos sites web mentoraero.com et lesailesduquebec.com pour toute info supplémentaire et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou questions à l'adresse aéropod, AEROPOD, @mentoraero.com ou encore sur la page Facebook de l'Aéropod. Over.